Alors bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kem. J'ai d'abord une première annonce à vous faire concernant le fonctionnement des conférences. Elle se déroule en deux temps, deux parties. Une première partie d'interview et une deuxième partie pendant laquelle vous pourrez poser vos questions en les mettant sur papier. À la pause, vous trouverez des petits papiers sur les tables dans la salle d'accueil. Vous nous faites parvenir vos questions ici en avant. On posera ces questions-là dans la deuxième partie. Après chacune de ces deux parties, la conférence est enregistrée sur cassette et elle est disponible immédiatement au kiosque à cassette. À l'achat ce soir du billet pour la prochaine conférence de Daniel, donc de vendredi prochain, qui porte le titre L'efficacité grâce à l'organisation, à l'achat ce soir de ce billet-là, vous pouvez avoir la première partie de la conférence de ce soir gratuitement. Également, en ce qui concerne le séminaire sur l'organisation du succès, qui a lieu le samedi et le dimanche 25 et 26 mai, il y a encore quelques places là, mais pour les autres dates qui ont été annoncées sur le calendrier du centre, il n'y a plus de place. Donc, il reste quelques places seulement pour le 25 et le 26 mai. Il faut voir monsieur Mario Gosselin pour cela. Et je vous rappelle également que le dernier dimanche de ce mois-ci, comme chacun des derniers dimanches du mois, il y a un symposium sur la conscience supramentale qui regroupe 4 conférenciers qui se termine par un panel. Et ça, c'est le dimanche de 13h jusqu'à 21h30 à peu près. Ben, il me reste simplement à accueillir Daniel Kem, que vous avez probablement entendu à la radio sur les ondes de CKVL en compagnie de Roger Drolette. Daniel Kem qui, depuis les années 76-77, est en conférence. Donc, il a donné des centaines de conférences à la radio. Alors, il en a donné beaucoup à la télévision aussi. On le voit souvent à l'émission de Richard Glenn. Il est en conférence ici tous les vendredis et souvent dans les symposiums. Comme Daniel le laisse entendre bien souvent dans ses conférences, il évite de se répéter trop souvent. Ça fait que si vous avez des points pour vous qui venez pour la première ou la deuxième fois au centre, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs à ce moment-là, je vous conseille de regarder la liste des cassettes qui ont été enregistrées par Daniel Kemp et puis de vous procurer celles qui concernent les points qui demeurent obscurs peut-être pour vous. Il y a des sujets enregistré sur des points très précis de son développement. Alors on accueille maintenant sans plus tarder Monsieur Daniel Kemp. Daniel Kemp, être conséquentiel, c'est un sujet que tu as abordé déjà un petit peu, mais en conclusion, et ce soir tu as l'intention de le développer en profondeur. Alors, la conséquentialité, là, est-ce que c'est une des facultés inhérentes à l'homme nouveau? Est-ce qu'elle n'existe pas déjà chez l'homme ancien? Est-ce que chez l'homme ancien, on ne trouve pas d'être conséquentiel? Bon, chez l'être ancien, tel que je le définis souvent en conférence ou à la radio ou dans des livres, il ne peut pas être conséquentiel pour la simple raison qu'il n'a aucune idée de ce qui crée la conséquence. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? C'est évidemment un être qui connaît les mécanismes qui constituent les conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'une conséquence? Alors souvent, on va dire aux personnes, tu en subis les conséquences. Parce qu'on parle toujours de conséquences d'une façon négative, un peu comme le karma, tu payes ton karma. Mais une conséquence peut être extrêmement positive, tu peux subir tes conséquences et être millionnaire. Comme tu peux subir aussi les conséquences de tes actes et te ramasser en prison. Le karma, c'est la compréhension des conséquences. Mais la compréhension des conséquences au niveau de l'être nouveau, c'est un mécanisme qui peut être résumé sous un terme écologie. Celui qui est écologue ou écologiste est un être qui a la compréhension des conséquences. Et celui qui a la compréhension des conséquences peut devenir conséquentiel. Mais ça dépend de plusieurs choses. Pourquoi l'être humain normal n'aboutit pas dans ses désirs, dans tous ses désirs, dans tous ses gestes, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il entreprend? L'être humain, en général, veut évoluer. Il n'y arrive à peu près pas, selon lui, parce qu'il a un concept de ce qu'il devrait atteindre, et ce concept-là, de toute façon, est une illusion, alors il ne l'atteindra jamais. L'être humain, en général, n'est pas heureux. L'être humain, en général, n'a pas suffisamment de puissance matérielle, non pas au niveau orgueilleux ou snob. Il n'est pas suffisamment libre de la matière par la possession de la matière utile à sa libéralisation de la matière.
Qu'est-ce qui fait que l'être normal, l'être humain conventionnel, ce que j'appelle aussi l'être ancien, pourquoi être ancien? Parce qu'il a une conscience de réflexion typique de ce que l'être humain a toujours eu. C'est pour ça que je l'appelle l'être ancien. Ses idées peuvent être bonnes. Sa conscience peut être ajustée en fonction du milieu dans lequel il est et en fonction de sa vie. Mais l'être ancien, c'est qu'il détermine ce qu'il va penser. Sa conscience est déterminée, paramétrée par tout ce qui a déjà été pensé au niveau de l'humanité. Tandis que l'être nouveau, lui, n'est pas meilleur, n'est pas supérieur. Il est différent. Il est différent en ce sens que lui ne pense pas ou que lui n'est pas régi, ni par sa pensée, ni par son expression, ni par sa créativité, ni par son action, par les paramètres, par ce qui a déjà été pensé. L'être conséquentiel est capable de comprendre ce qui crée la conséquence. En Polynésie, longtemps, les adultes n'avaient pas compris de quelle façon naissait un enfant. Ils n'avaient jamais fait le rapprochement entre ce que l'être normal appelle faire l'amour et l'enfantement. Ce sont les Blancs qui les ont instruits. N'empêche qu'en Polynésie, on n'a jamais eu de surpopulation, même s'il ne faisait pas de lien entre l'enfantement, la conception de l'enfant et l'acte lui-même. Et autre chose en plus, en Polynésie, à cette époque, avant que cette Polynésie devienne civilisée, les enfants n'appartenaient jamais ni à la mère ni au père, parce que c'était ridicule pour eux. Selon leur propre conscience, c'était ridicule. Et la lumière fut. Alors c'était Mario, notre solutionnaire de problèmes. Phytothérapeute. C'est ça, il fit les choses, c'est un phytothérapeute. Alors, donc en Polynésie, lorsqu'un enfant venait au monde, la mère qui en avait 4, elle allait le porter à la mère qui en avait un, ou à celle qui n'en avait pas. Et elle l'éduquait. Et à un moment donné, le soir au coucher, les parents, disons, les adultes, se retrouvaient avec 3 enfants qu'ils connaissaient, mais qu'ils n'avaient pas procréé dans leur hutte, tandis que les enfants génétiquement reliés à eux, étaient disparus quelque part, dans le village. Jusqu'à temps que l'être humain arrive, l'être ancien, l'être blanc, avec sa conséquentialité apparente, où l'être humain doit, selon lui, apprendre à peser ses gestes et à peser ses actes en fonction d'une loi. En fonction d'une loi qui n'est pas régie intérieurement par chacun d'entre les humains, mais en fonction d'une loi qui régit l'être humain d'une façon collective. Alors, en fonction de la religion à l'époque de la Polynésie, j'ai d'ailleurs déjà donné l'exemple où on a banni un peu la chrétienté parce qu'à un moment donné, 2 Polynésiens ont fait l'amour dans une église, une espèce d'église qu'on a construite en bric-à-brac en Polynésie. Et lorsque le prêtre est arrivé, alors voyant cela, évidemment, il les a maudits à jamais. Et ces personnes se sont dit, et d'ailleurs, ça a été un des handicaps de la chrétienté pour s'établir en Polynésie, c'est qu'un Dieu qui refuse l'amour, on n'en veut pas. C'est quoi la conséquentialité chez l'être humain? Quel genre de conséquentialité vivez-vous? Est-ce que vous subissez négativement les conséquences de vos actes ou si en réalité vous subissez positivement les conséquences de vos actes? Et le terme subir veut dire que vous êtes manipulé. On n'a pas le choix. Et effectivement, on n'a pas le choix. Ou on réussit ou on manque son coup. On y entre les deux selon le concept qu'on a de la réussite et de l'échec. De quelle façon l'être humain est-il conséquentiel? Lorsqu'on porte une attaque sur un pays, quelles en seront les conséquences? Est-ce qu'elles ont été étudiées? Toutes. Si elles ont été étudiées toutes, est-ce que les conséquences de l'acte, disons, est-ce que les conséquences des conséquences ont été étudiées? Non. L'être humain normal ne va jamais jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il se fie à un mécanisme inhérent à sa psychologie, l'espoir. Il espère que ça va marcher. Alors, espérant que ça va marcher, il remet toutes les possibilités d'efficacité entre les mains d'entre guillemets le hasard.
ou entre les mains de Dieu? Alors, c'est entre les mains de Dieu qu'il cesse d'agir. Dieu ne passera pas son temps à remettre la personne dans le bon chemin parce qu'elle agit. Si c'est entre le hasard, si elle remet cet avenir, cette efficacité potentielle entre les mains du hasard, ben, faut dire que l'être humain est courageux en maudit. Parce qu'il passe 99% de sa vie à mettre de l'énergie quelque part où ça n'aboutira jamais. Et il y croit. Et il espère. Alors, qu'est-ce qu'une conséquence? La conséquence, c'est le résultat d'un acte. C'est ça une conséquence. Si je bois, il y aura une conséquence physiologique, je n'aurai plus soif. Et lorsqu'on est bien perturbé physiquement, plus on boit, plus on a soif. Certains ont déjà connu ça ici, certainement. Il y a des conséquences. Alors on parle à un moment donné de la loi du karma, de l'action-réaction. Mais d'une façon négative, on paye son karma, on supporte son karma, on transporte son karma. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut arracher une fleur sans déranger une étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est interrelié et chaque fois qu'on pose disons un geste, une action, il y aura automatiquement une réaction. Et cette réaction, c'est la conséquence de l'acte qu'on pose. Lorsque vous marchez nu-pied dans un gazon, l'été, préférable, et que vous mettez le pied sur les dents d'un râteau, c'est une action. La première conséquence, le pied, et la deuxième, le nez. Parce que normalement, le râteau remonte et flore. Alors ça, c'est une action qui amène deux conséquences. La première, le pied qui rentre dans les dents du râteau, et la deuxième, le manche qui remonte sous le poids, par un principe qu'Archimède a bien énoncé, d'ailleurs c'est de sa faute, le levier. S'il n'aurait rien dit, on ne l'aurait pas su. Et flore. C'est une conséquence. L'être humain, apprenant par essai et erreur, finit par dire, alors le râteau, je vais le placer les dents dans le gazon. Ça remonte moins, ça pique moins. Mais quand il se tape les orteils dessus, il s'enfarge. Conséquence. Alors il prend le râteau et il le place sur un mur. Le râteau étant, les fourches étant placées à 90 degrés du manche, s'il la cote en diagonale, les dents sont encore relevées. S'il met le pied dessus, le râteau revient droit. Il l'a encore dans le visage. Alors il finit par l'accrocher à l'envers après des clous. Puis là, il n'y a plus de problème. Alors dans son garage, son râteau est bien accroché, il a appris. Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire de passer par tout ce genre d'expérience pour arriver à être efficace. Mais l'être humain normal ne veut pas réfléchir de façon à être efficace. Il doit mettre sa main au feu pour dire c'est brûlant. Il doit s'asseoir sur les ronds d'un poêle ou asseoir un enfant pour dire ça brûle. Mais est-ce que sinon, il ne le sait pas? Il ne veut pas le savoir. Alors, une fois qu'il a accroché son râteau là, alors là, il met son extension après les dents du râteau parce qu'il se rend compte que deux clous tiennent un râteau et le râteau fait un paquet de clous. Alors après, il met ceci, il met cela, il met ça, il met ça, il met ça, il en met plein, puis à un moment donné, il ne voit plus le râteau. Alors le printemps suivant, il chicane l'enfant, ou ses enfants, ou sa femme, ou son mari, parce que le râteau a disparu. Et lorsqu'il découvre le râteau en dessous de tout ça, l'énergie qu'il a cru sauver en essayant d'accrocher tout ça, il faudra maintenant qu'il la perde toute en ôtant tout ça, en mettant ça partout, en ramassant le râteau, en s'enfargeant dans ses fils, en essayant de replacer, mais là, il n'y a plus de râteau, donc il manque de clous. Alors, s'il est intelligent, il met le râteau, il met ses affaires dessus, puis il va s'acheter un autre râteau. Bon. Être conséquentiel, c'est ça. Pourquoi ne pas essayer de voir la conséquence immédiate d'un acte de façon à sauver suffisamment d'énergie dans l'avenir en mettant un peu dans le présent? Ça. Je connais des personnes qui sont écologiques. C'est-à-dire qu'ils font attention à la nature. Parce que je les ai vus faire à un moment donné, ils plaçaient leurs détritus lorsqu'ils allaient camper dans des sacs en plastique pour ne pas les laisser traîner. Et dernièrement, je suis retourné dans cette forêt. C'est-à-dire hier, j'ai couché là cette nuit et je suis revenu un matin. Et il y avait des sacs accrochés après les arbres. C'est qu'ils sont écologiques, mais paresseux. Alors, ils ont bien fait jusqu'à temps qu'il manque d'énergie pour finir. Et là, il y a un sac à détritus qui a passé l'hiver dans un arbre. Alors, un jour, si les arbres n'ont plus de feuilles et des sacs, on va faire comme on a déjà vu au Québec. On va mettre une pancarte sur laquelle ça va être écrit
ravagée par une horde de touristes en l'an 1986, par exemple. La personne qui se construit dans la forêt et qui décide de se chauffer au bois pour être économe va couper un arbre mort et elle le transporte et elle chauffe, et c'est impeccable. Et elle nettoie la forêt. Il y a des conséquences logiques à ça. Mais à un moment donné, elle devient paresseuse. Et c'est le problème de l'être humain ancien. Il est paresseux. Il préfère espérer que ça va bien marcher, alors il ne met pas d'énergie pour que ça marche bien. C'est le problème. Qui va faire régulièrement faire l'inspection de son automobile? Qui s'arrange pour renouveler cette assurance suffisamment avant d'être pris 3 jours en retard? Ou d'être à la limite, comme les enfants. Les enfants qui ont des devoirs à faire, vous savez, dans 1 mois, tu me remets cette recherche. C'est bien. Mais la majorité, la veille, ils travaillent comme des bons pour la faire. Alors pourquoi on leur donne 1 mois, on pourrait leur donner une journée? Ils sont capables, ils le font. C'est ça la conséquentialité. Celui qui est dans son chalet en plein bois et qui coupe l'arbre dans sa cour, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, alors à un moment donné, parce qu'il ne veut pas aller dans la forêt loin, c'est trop forçant, il coupe les arbres qui l'entourent, et ça se voit fréquemment. Mais à un moment donné, il est plus dans une forêt, dans un champ. Mais c'est pas grave. Il vend sa terre, puis s'achète une autre forêt, avec une autre cabane, puis il recommence. Puis quand il n'a plus, ben il vend, puis il s'achète encore, puis il continue. C'est plaisant. Sauf que l'être humain ne voit pas ce que ça cause. Parce qu'il s'en fout. Il espère que ça va bien aller. La conséquence majeure de votre vie, savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que la conséquence majeure de votre vie? Qu'est-ce qui est l'aboutissement complet, mathématique, mécanique, logique de tout ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? C'est vous. Vous êtes la conséquence majeure de votre vie. Êtes-vous malade? C'est une conséquence à vos actes. Dormez-vous mal? C'est une conséquence à vos actes. Avez-vous peur? Êtes-vous craintif? Avez-vous de l'espoir inutilement? Perdez-vous votre temps, de l'énergie? Et avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur de ne pas aimer, de ne pas être aimé? Avez-vous peur d'être pauvre? Avez-vous peur de recommencer? Avez-vous peur de vous tromper? Avez-vous peur d'être mal jugé? Vous êtes la conséquence de votre vie. Et dans 1 an d'ici, vous allez être encore l'aboutissement conséquentiel du travail que vous allez faire à partir de maintenant jusque dans 1 an. Mais est-ce que jamais vous avez envisagé devenir ce que vous êtes, intégralement et totalement? Avez-vous réussi ce que vous aviez pensé? Aviez-vous prévu que la conséquence finale, actuelle de votre vie serait vous tel que vous êtes? Avec le même bouton sur le front, avec le même genre de vêtements, avec la même grandeur, avec les mêmes maladies, avec les mêmes ceci, les mêmes cela. Aviez-vous prévu ça? L'être ancien va dire, ouais, c'est pas prévisible ça, tu sais, il arrive un accident, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça. Il y a bien des éléments qui ne sont pas prévisibles. Non. Non. C'est bien évident que vous ne pouvez pas prévoir qu'un jour votre escalier va être glacé, que vous allez glisser dedans, descendre jusqu'en bas et vous casser une hanche. L'être nouveau est un guerrier, en ce sens qu'il est apte à lutter avec la vie. Tandis que l'être ancien, lui, fuit la mort, oublie la vie, espère vivre plus longtemps, peut-être pour oublier plus longtemps. Alors, à un moment donné, l'être conséquentiel sait que son corps physique est le véhicule par excellence qui le met en contact avec la matière et que les accidents matériels dépendent du véhicule physique. Plus on aura un véhicule physique adéquat, moins on aura de problèmes reliés à l'inadéquatitude, disons, de ce véhicule. Alors, ce qui fait que lorsque la personne glisse, elle saute sur un pied, elle se ramasse après sa rampe, elle a les 2 pieds placés sur la marche d'en bas, bien équilibrée, puis elle n'a pas tombé. Au pire, si elle est enfantine un peu, elle descend ses fesses jusqu'en bas, rien comme un fou. Le 3e étage, je préférerais me pogner après la rampe, là, mais quand on descend 3-4 marches, ça peut aller. Alors, c'est quoi être conséquentiel? Ben, regardez simplement ce que vous êtes. Vous n'êtes pas la conséquence de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants, non. Vous n'êtes pas la conséquence de vos patrons, du prêtre, du gourou, du maître que vous avez eu, non.
Vous n'êtes pas la conséquence de rien de ça. Vous êtes la conséquence de ce que vous avez fait. Vous avez accepté de vivre avec une personne particulière, alors il y aura un karma collectif. Il y aura donc une conséquence partagée. Ça va de soi. Vivez avec un tuberculeux, vous risquez de frapper la tuberculose. Vivez avec un tuberculeux conséquentiellement, alors il pourra guérir et vous ne serez pas malade. Mais on ne peut pas dire, j'attrape la tuberculose, c'est à cause de lui. Et non, ce n'était pas à cause de lui. Pour comprendre ce qu'est un être conséquentiel, pour comprendre ce qu'est la faculté de comprendre ce qui fait naître la conséquence, cela veut dire que l'on doit arriver à comprendre ce qu'est l'action. C'est quoi l'action? Quand est-ce êtes-vous capable de poser une action? Quand est-ce que vous arrivez à agir? Vous réagissez souvent. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à poser une action, à agir? L'être ancien se plaît de dire, ben oui, j'agis. On a une publicité. Le cancer agit, réagissez. Ben oui, parce que vous n'êtes pas, disons, vous, peut-être que vous l'êtes. L'être humain normal n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre l'absurdité du cancer, alors il doit attendre que le cancer le ravage, et quand le cancer le ravage, ben, il réagit par peur. Le cancer agit, réagissez. Si le cancer est capable d'agir, l'être humain devrait être capable aussi. Mais le cancer n'agit pas, il réagit. Parce que le cancer, c'est une conséquence de phénomènes orchestrés par l'être humain, inconsciemment. Pour comprendre ce qui fait naître la conséquence, pour arriver à un moment donné à être efficace. Vous savez, lorsque vous vous dites, moi j'aimerais ça dans 1 an, avoir fini de payer mon automobile, avoir fait un voyage au moins avec la famille au complet, avoir fait ceci, avoir fait cela, on va dire, oui, mais ça c'est des désirs, ça, puis c'est pas... Ben c'est des désirs, mais ils sont peut-être intelligents, par exemple, ces désirs-là. C'est pas parce que c'est un désir que c'est yak tout de suite. Non, non, l'être nouveau n'a pas de désir comme l'être ancien, parce qu'il désire ce qui est intelligent. Regardez ceci. L'être conséquentiel, l'être nouveau, a la faculté de désirer ce qui va arriver. Tandis que l'être ancien, lui, désire ce qui n'arrive pas. Et le discernement entre ce qui permet à l'être nouveau de savoir ce qui va arriver, le savoir avant de savoir, qu'on a vu un peu la semaine dernière, et la différence avec l'être ancien qui, lui, ne peut que créer ce qu'il envisage de ce qui devrait arriver. C'est majeur et c'est simple. Tous ceux qui ont trop d'orgueil, tous ceux qui ont trop d'ego ne pourront pas arriver à être conséquentiels, c'est impossible. Tout à fait impossible. Celui qui a de l'orgueil, de l'ego, peut défoncer des portes. En vieillissant, il souffrira d'arthrite. D'arthrite psychologique, d'arthrite mentale, d'arthrite vitale, d'arthrite physique. Dépendant des genres de portes qui brisent. Alors, pendant un laps de temps, l'orgueilleux pense peut-être qu'il fonce et qu'il réussit. Mais il réussit quoi? S'améliore-t-il? Parce qu'à un moment donné, un être humain se ramasse sur un lit, ou dans la rue, ou sur un plancher, ou dans la neige, ou dans la boue, et il sait qu'il ne s'en relèvera pas. Alors, ça aboutit comment? Ce qu'il a fait, son orgueil et tout ça. Il se pose des questions. Celui qui n'a pas d'orgueil a la faculté d'arriver à comprendre les conséquences. La majorité des êtres humains conventionnels éduquent les enfants ou les autres parce qu'ils sont en guerre d'ego avec. Ils ont été frustrés, se sont attaqués. Lorsqu'un enfant rentre chez vous et brise quelque chose, est-ce qu'on l'éduque ou si on se soulage? Lorsqu'un enfant de 3 ans fait ses dégâts à côté de la toilette, est-ce qu'on l'éduque ou on se soulage? Quand c'est la 8e fois, on se soulage. Comme il a fait. On ne l'éduque pas. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute ou en ville, et à un moment donné, on veut donner une leçon à quelqu'un, on dit, je vais lui donner une leçon. Non, non, je vais me venger. Pas lui donner une leçon.
Pour donner une leçon à un automobiliste, vous devez avoir un permis classe 1, être payé par une école de conduite et détenir un permis du ministère. Alors, l'automobiliste qui est sur la rue et qui décide de couper celui qui l'a coupé pour lui donner une leçon, il se venge, il ne lui donne pas une leçon. Réfléchissez chez vous. Souvent, on réfléchit chez autrui. On essaie de savoir ce que l'autre a fait. Chez vous. Et essayez de trouver une seule fois où vous avez commis un acte. Je dis commis. Posez un acte si vous préférez, pour ceux qui s'en sentiraient coupables de commettre. En cas qu'il y aurait un juge, un avocat ou... Alors, c'est pas commis un acte, mais que vous avez posé un acte. Est-ce qu'un jour, vous avez agi? Pensez ça. Pensez-y. Pensez-y. Je pourrais vous laisser la soirée, mais ce ne serait pas conséquentiel. Pensez à ça. Est-ce qu'un jour, vous avez posé un acte? Avez-vous un jour agi? Osé agir? Il y a beaucoup de oui dans la tête de beaucoup de monde. Alors, je pose une question à François, qui est plus proche de moi et qui possède un micro. Là, tu vas en être pour tes frais parce que moi, je suis habilité à poser les questions, mais pas à y répondre. J'en ai toute une parce que je ne veux pas t'interrompre là. Mais je vais y revenir. Oui, mais parce que là, tu es en train de partir sur une autre track et puis je voudrais, avant que tu ailles sur cette track-là, là, sur l'ego, la volonté, je voudrais savoir si, avec les exemples que tu viens de nous donner, de la conséquence ou de l'inconséquence, est-ce que ça veut dire que si nous autres, on remet entre les mains toujours de la divine providence, de la croyance, de l'espoir ou du hasard les conséquences de nos actes, est-ce que ça veut dire qu'on fait le jeu de l'astral, de la prédestination, de la programmation? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait ceci, on s'enlève une part de libre arbitre? Autrement dit, qu'on n'a quasiment pas de libre arbitre et que tu essaies de nous faire comprendre que le libre arbitre, ce serait de prévoir les effets de nos actes en connaissant les causes. Que ça. Donc, c'est une grosse remise en question fondamentale du libre arbitre. Bon, alors le libre arbitre existe. Que tu nies ou que... Il n'y a pas de libre arbitre chez l'être ancien, ça va de soi. Le libre arbitre peut exister sans exister. C'est le paradoxe d'ailleurs chez l'être nouveau ou encore dans le domaine de l'ésotérisme. Le libre arbitre, il existe qu'à la condition que tu veuilles faire ce qu'on t'ordonne. Est-ce que tu as soif? Oui, je t'ordonne de boire. C'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Oui, c'est pas du libre arbitre, ça, c'est de la programmation, de la suggestion. Non, si j'ai soif et que tu m'ordonnes de boire, c'est un libre arbitre. C'est le seul libre arbitre qu'on peut aller chercher. Alors, encore là, il est paradoxal, mais c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Vous, quand, à l'entrée, vous allez sortir par la porte. Ceux qui ne veulent pas n'auront pas le choix. Et ceux qui vont décider, d'accord, on sort par la porte, c'est évident, c'est intelligent, ben, vivront un peu le seul libre arbitre permis à l'être humain planétaire, terrestrifié. Regarde ceci. Lorsque tu ne vois pas les conséquences d'un acte, lorsque tu ne vois pas comment te sortir d'un pétrin, tu essaies par là, et ça ne marche pas, tu n'as pas de libre arbitre. Mais il y a une solution et tu n'as pas le choix de la prendre. Mais lorsqu'à un moment donné, tu vois l'intelligence de la solution, tu la prends. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir l'intelligence des solutions, justement? Est-ce que c'est l'orgueil, l'ego en général dont tu parles? Oui, bon, ben alors là, c'est ça. C'est que tu me fais plus dévier encore que j'allais dévier. C'était une mise au point, je voulais connaître c'est bon. Ta position sur le libre arbitre. Alors, on revient à ceci. Non, le libre arbitre, de toute façon, ça, on n'en a pas. Donc, on est programmé ou prédestiné. On est... Par notre aveuglement? On est programmé, mais ça n'a rien à voir avec l'anti-libre arbitre. On est prédestiné, mais ça a à voir avec un libre arbitre de l'esprit humain. La programmation n'empêche pas le libre arbitre. Ce n'est pas la programmation qui empêche le libre arbitre. C'est le cadre écologique dans lequel on est placé. Le pissenlit est programmé à devenir un pissenlit. Mais si un cheval passe dessus, il est limité. Mais ça n'a rien à voir avec sa programmation. D'accord? La programmation, c'est une grosse embûche pour arriver à voir clair. Mais ce n'est pas ça qui empêche le libre arbitre. Le libre arbitre n'existe carrément pas au niveau planétaire. Et ça, on a souvent élaboré là-dessus. De toute façon, les personnes qui n'étaient pas là lors de ces conférences, vous pouvez poser des questions si ce n'est pas clair que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Comme je dis souvent, on dit dans l'antique religion que l'homme et la femme, un jour, ont eu la possibilité de discerner le bien du mal. C'est vrai.
Mais ils ont la possibilité de discerner le bien du mal après l'avoir fait, jamais avant. D'accord? Alors, il faut donc comprendre ce mécanisme. On ne peut pas se culpabiliser d'avoir mal agi parce qu'on a agi en bonne volonté. Et après, on découvre qu'on n'a pas été conséquentiel, écologique, c'est ce qu'on appelle mal, désharmonieux, inharmonieux. Alors, l'être humain a effectivement la faculté de discerner le bien du mal après, jamais avant. Il n'y a pas de libre arbitre. On pourrait y revenir. Mais là, je pose une question, réponds comme n'importe qui, enfin, réponds. Prouve-moi que tu es capable de poser des actions ou que l'être humain peut poser des actions. Voilà. Est-ce que Reagan a posé une action? Ben non. Pour moi, la question, ce serait est-ce qu'on peut poser une action qui soit immédiate et non pas comme une conclusion de nos expériences, toujours en référence avec notre passé. Une action véritable, là, dans le présent, qui ne soit pas en raccord avec nos expériences. Est-ce que ça, c'est possible? Une action immédiate, vibratoire, là, un geste. Ce n'est pas une action. Une action juste. C'est une réaction juste. Mais c'est une réaction si c'est lié au passé. Mais est-ce qu'on peut se déconnecter du passé dans une action? Que ça ne soit pas la conclusion de nos expériences, l'action. Bon, non. Il faut s'entendre par action. Mais si l'action veut dire que tu crées quelque chose de neuf, c'est un peu à ce que tu veux, disons, tendre. Alors, tu n'es pas régi par ta mémoire qui te manipule à vomir quelque chose, donc tu ne réagis pas comme l'être ancien va le faire normalement. Mais peux-tu créer quelque chose de neuf sans rapport avec l'extérieur? Non. Alors, tu vas donc créer quelque chose de neuf par rapport à l'extérieur. Si l'extérieur est différent, tu ferais quelque chose d'autre. Tu es donc en réaction encore avec l'extérieur. D'une façon ajustée, possiblement. Mais si tu peux créer une action, c'est qu'il y a un libre arbitre. Mais il n'y a pas de libre arbitre, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'action. Tout est interrelié, alors il n'y a pas de libre arbitre, il ne peut pas y avoir d'action. S'il y a une action, il y a un libre arbitre. D'action réelle, absolue, On parle neuve. d'action absolue. Neuve. Totalement neuve, à partir d'un monde qui n'existe pas non plus. Alors, donne-moi des exemples normaux d'une personne qui pourrait me dire, je peux t'en donner, mais j'aimerais mieux que tu me les donnes, de personnes qui posent des actions. Est-ce que tu décides que tu manges? C'est une action. Non. Bon, parfait. Non. Alors, pose-moi là, c'est moi, il faut que tu parles. Laisse-moi trouver un exemple Un intéressant. coffre, là. Ah oui. Moi, je bois. Est-ce que tu as décidé, par exemple, d'épouser ta femme en connaissant toutes les conséquences, Ça s'ajuste bien mal. y compris la belle-mère et puis tout ce qui va avec? Ça s'ajuste bien mal parce qu'on est plus ou moins mariés. Traitons ça de façon impersonnelle. On va dépersonnaliser l'affaire. Mais est-ce qu'en général, on décide de se marier en connaissant ce qui va suivre? On décide de se marier, mais ce n'est pas une action. Pas une action. Non. Parce que, est-ce que tu te maries avec n'importe qui? Non. Donc, tu te maries avec cette personne, ben justement, parce qu'elle est là, tu peux te marier. Si elle n'est pas là, tu te maries pas. Mais c'est justement, est-ce que c'est le choix qu'on fait? Est-ce que c'est pas une illusion, alors? Ben oui, c'est une illusion. C'est pas une action, c'est une réaction. Tu réagis à la personne, tu réagis à ce qu'elle t'apporte, tu réagis au contexte social et tu te maries. Ou Alors, encore, tu réagis, tu divorces. Okay. Alors, y a-t-il finalement quelque chose où on est en action? Non, il n'y en a pas. Mais c'est ça pas. que je veux expliquer, justement. Est-ce que vous comprenez tous? Levez donc les mains ceux qui comprennent qu'effectivement, il n'y a pas d'action possible chez l'être humain. Compte-les. Ah ben, maudit. Bon, ben, levez donc les mains ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne croient pas que l'action est impossible. Oh, il y en a juste deux, répondra pas. Parfait. Alors, on va expliquer quand même pour être plus clair. Lorsque une réaction, parlons de la réaction. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction? Si je prends deux produits chimiques, par exemple, je prends de l'acide sulfurique et je prends du cuivre. Je mets le cuivre dans un bocal, je mets l'acide sulfurique dessus, ça va créer une réaction, terme tout à fait chimique, et ça va créer du sulfate de cuivre avec une libération d'hydrogène. Alors, il y a réaction. Mais si au lieu du cuivre, je mets de l'aluminium, il y aura aussi une réaction qui va créer du sulfate d'aluminium et un dégagement d'hydrogène. Si je mets de l'acide chlorhydrique, je vais avoir du chlorure d'aluminium et un dégagement d'hydrogène. Ce qui fait que selon les produits que je vais mélanger, j'aurai des réactions différentes, donc des conséquences différentes. Un jour, lorsque j'étais petit, parce que je fus petit un jour,
J'ai pris de l'acide chlorhydrique, j'avais un laboratoire dans mon sous-sol, et dans un bouchon, un pot en verre, un bouchon en plastique, on mettait du papier d'aluminium dans le bouchon. Et là, on fermait ça avec le pot d'acide chlorhydrique et on ne mélangeait pas. Et lorsqu'on approchait de l'endroit où on faisait notre mauvais coup, on faisait rouler notre pot à terre, l'acide se mélangeant, ça créait de l'hydrogène qui, étant tout à fait impur, dégageait une fumée noire absolument dense. Mais à un moment donné, j'ai brassé et le bouchon s'est ouvert et ça m'est tombé sur le soulier. Alors, j'ai couru en dandinage jusque chez moi, dans le garage, j'ai ouvert l'eau et lorsque j'ai ôté le soulier, j'avais plus de bas. C'était un bon nylon. Il s'est passé une réaction. Est-ce que moi, j'ai décidé de courir pour aller ôter l'acide? Mais non, si j'aurais pas eu d'acide sur le pied, j'aurais pas couru jusqu'au garage pour me laver le pied. Donc, j'ai réagi à une situation. Lorsque j'invente, lorsque vous décidez de manger, c'est parce que vous avez faim. Vous réagissez à une situation. Ou vous avez faim psychologique, ou vous avez faim physiquement. Lorsque vous décidez que vous sortez dehors, vous décidez que vous sortez dehors, il y a une raison. S'il y a une raison, c'est que vous réagissez. Vous êtes écœuré d'être dans la maison? Si vous ne seriez pas écœuré, vous resteriez en dedans. Vous voulez prendre de l'air? Si vous ne voudriez pas en prendre, vous resteriez en dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un stimuli, un symptôme dans la psychologie, dans le mental, dans le vital ou dans le corps physique de l'être humain qui constitue chez lui ce que lui appelle une raison. Et à partir du moment où il prend conscience de cette raison, sans prendre conscience de ce qui la constitue, il appelle cela une action. Mais il y a toujours quelque chose qui constitue la raison et ce qui va donc forcer l'être humain, selon son expérience, selon ses mémoires, selon sa personnalité, à réagir ou à agir, comme vous voulez, d'une façon très particulière. Lorsqu'une personne agit, dans sa tête, c'est qu'elle pose un geste et le geste, elle l'a décidé elle-même. Ce geste est tout à fait indépendant de toute forme de manipulation extérieure. C'est faux. Vous ne buvez pas d'eau lorsqu'il n'y a pas d'eau. Vous allez acheter une automobile qu'on vous présente. Vous ne penserez même pas aller en acheter une qu'on ne vous présente pas. Sauf si vous l'avez vue à la télévision, ou dans un film, ou dessiné, ou si l'amalgame de l'expérience de l'automobile vous permet d'en créer une dans votre pensée. Mais c'est une réaction mémorielle qui, à un moment donné, vous porte à réagir matériellement. Alors en fait, on dit toujours qu'on n'a que l'embarras du choix, mais en fait, on n'a que l'illusion du choix. Alors où est-ce qu'on s'en va s'il n'y a ni libre arbitre, s'il n'y a pas d'action réelle et s'il n'y a pas de volonté réelle, puisque tu viens de nous expliquer qu'il n'y avait pas de volonté réelle, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que la Terre, c'est l'asile psychiatrique de la galaxie? Qu'est-ce qu'on fait là? On a déjà dit ça, oui, que la Terre est Est-ce qu'on est totalement dans une impasse, puisqu'on peut pas faire appel à l'espoir? Où est-ce qu'on s'en va? Sachant cela. Bon. On peut dire, par exemple, qu'on a l'espoir d'arriver à trouver un médicament contre le sida. Mais scientifiquement, les savants se foutent carrément de l'espoir. Ils travaillent, les médecins aussi, l'espoir. Ils travaillent pour trouver un remède contre le sida. Ils disent au public qu'on a l'espoir de trouver un. Parce que le public n'accepterait pas si les médecins diraient « Certainement, on va en trouver un. On ne sait pas quand, c'est évident, voyons, c'est logique, c'est bien évident qu'on va trouver un médicament contre le sida. » Ça va de soi. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 200 ans, dans 5 mois, on va trouver. Le public va dire, ben oui, mais Christy, ils savent même pas quand, ils savent pas ce qu'ils vont. Alors on dit, on a grand espoir de trouver un médicament. Tu sais pas plus où tu vas, mais là, le public l'accepte. Alors l'espoir, ça mène où? Ça mène où? Ben ça mène à rien nulle part. D'ailleurs, l'humanité continue à s'en aller où il s'en va. Lorsque tu rencontres un prêtre ou un maître ou un gourou ou un n'importe quoi, et que tu as l'espoir qu'il va t'amener là où tu ne sais même pas où aller, ben, tu as l'espoir. Alors, il peut t'amener dans ton tombeau, il peut t'amener à te droguer, il peut t'amener à faire des enquêtes inutiles, il peut t'amener à faire un paquet de choses, à mendier sur le bord du métro, à te jeter devant un auto, à foncer dans une caserne avec de la dynamite dans ton camion. Plusieurs choses. L'espoir. Certains meurent pour rejoindre Odin et aller à son banquet. D'autres, c'est Allah. D'autres, c'est d'autres. Par espoir. On ne peut pas vivre par espoir. C'est-à-dire que l'espoir peut être... L'espoir est essentiel chez l'être ancien qui n'a pas la faculté de comprendre la conséquence. Qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui amène des lignées d'avenir futur. Comment il fait pour être prophète?
Certains vont dire, on lui parle dans la tête. La majorité de ceux qui sont à l'asile, on leur parle dans la tête. Puis la majorité de ceux qui ne sont pas à l'asile, on leur parle aussi dans la tête. Certains prophètes amènent des choses qui s'avèrent vraies. Et d'autres, non. Par contre, d'autres amènent des choses et ils feront tellement peur à l'humanité que l'humanité va quasiment tout faire pour cristalliser la prophétie. C'est autre chose. Une conséquence dégénère toujours d'une action. Mais l'action est une conséquence de quelque chose. Pourquoi posez-vous ce que vous appelez une action? Bien, ce geste, cette action que vous posez est la conséquence de quelque chose. N'est-ce pas? Vous ne posez pas une action parce qu'il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a aucune conséquence, parce qu'il n'y a aucune perception valable. Celui qui se drogue, ben c'est la conséquence, le geste qu'il fait, la conséquence de avec qui il se tenait, de ses dépressions, de sa vie, c'est une conséquence. Chaque fois qu'un être humain pense poser une action, il pose une action et cette action est la conséquence même de quelque chose d'antérieur. Une personne qui est ici ce soir et qui décide de s'en aller, elle ne décide pas de s'en aller. Parce que si elle ne serait pas ici, elle ne s'en irait pas. Et si je parlerais différemment, elle ne s'en irait pas. Donc, étant donné ce que je dis, elle va réagir et elle va s'en aller, pensant qu'elle agit. Mais elle n'agit pas. Elle réagit. Et si quelqu'un à l'extérieur lui offre des chips, puis lui flatte, puis lui l'aime bien gros, puis lui dit que, ben là, elle peut prendre la décision peut-être de rester. Mais elle ne prend pas de décision, elle réagit encore. Alors, elle rentre ici, et là, les cheveux lui repartent encore. Alors, elle prend la décision qu'elle va écouter avec le moniteur vidéo. Elle ne prend pas de décision, elle réagit. Et c'est normal que l'être humain réagisse, sauf que l'être humain ancien, celui qui a de l'ego à revendre, d'ailleurs, il ne le revend pas, il essaie même d'en ramasser d'autres, tellement il est égoïste. Bon, celui qui a beaucoup d'ego, l'être humain qui est orgueilleux, c'est pas de toi que je parlais. Celui qui a trop d'ego, celui qui a trop d'ego que l'ego peut le faire souffrir, bien celui-là ne peut pas voir d'une façon claire le fait qu'effectivement il n'agit pas, il réagit. Et plus on aura d'informations dans l'expérience, plus on sera susceptible de bien réagir. De réagir d'une façon juste, comme tout à l'heure tu disais. Mais il y a une autre façon de réagir d'une façon juste. Lorsqu'il pleut, si l'on désire qu'il pleuve, on sera heureux. Mais l'être ancien a tellement d'ego que lorsqu'il pleut, il veut qu'il fasse beau, et lorsqu'il fait beau, il fait trop beau, alors il aimerait qu'il soit plus nuageux, et lorsqu'il c'est etc., etc., etc. Alors, l'être humain qui a trop d'ego ne pourra jamais comprendre ce qui crée la conséquence, parce que la conséquence naît d'une autre conséquence qui naît d'une autre conséquence, donc de réaction en réaction en réaction. La réaction qui vous fait agir, l'être humain l'appelle l'action. Et ce qui va se passer, il va l'appeler réaction. Et suite à cette réaction, il va réagir. Il va réagir. Donc, il va agir de nouveau différemment. C'est une réaction. Depuis que vous êtes au monde, vous réagissez à tout. À vos stimuli physiques, à vos stimulus psychologiques, à tout. Et c'est correct. C'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour arriver à être efficace, pour arriver à être conséquentiel, on fait quoi? Pour arriver à être conséquentiel, on doit prendre comme acquis déjà qu'on est limité par tout ce qui nous entoure. C'est ça qu'on doit voir. Limité, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réussir. Non. Mais si celui qui veut réussir veut avoir un désert d'1 million de pieds carrés à lui tout seul, il peut avoir des problèmes, sauf s'il reste en Arabie. Alors l'être humain doit ajuster son désir à ce qui est potentiellement réalisable à l'extérieur, parce qu'effectivement, il est limité par l'extérieur. Mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Il va venir un moment donné où chacun d'entre les humains de la planète, en commençant par ceux de l'hémisphère nord de la planète, vont être capables d'entrevoir ce qui va être.
mais pas par prévoyance, pas par prémonition, par préscience. Ils sauront avant de savoir, c'est-à-dire qu'ils auront la faculté d'avoir une connaissance avant de l'avoir expérimentée. Certains parlent d'intuition, d'autres parlent de messages dans leur tête. Il faut faire attention, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est quelque chose de vibratoire. Parce que la vie, c'est vibratoire, ce n'est pas une leçon, on ne parle pas dans la tête d'un être humain. Même la télépathie ne se fait pas en parole, dans la tête d'un être humain. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est une manipulation totale au niveau des plans astraux, au niveau de la conscience collective planétaire. À un moment donné, l'être humain va être capable de dire, de savoir, sans perdre énormément d'énergie à réfléchir à ce savoir, parce que ce n'est pas par la réflexion qu'on arrive à savoir. Par la réflexion, on arrive à réfléchir, on arrive à créer de l'expérience illusoire chez soi, en amalgamant et en transformant des mémoires qu'on a déjà chez nous, les mémoires de l'éducation ou des expériences antérieures. On associe, parce que l'être humain ancien a cela de supérieur à la race animale, c'est qu'il a une faculté neurologique associative. Certains animaux sont capables de mémoriser, de constituer une expérience chez eux. Et cette expérience chez eux ne peut pas être associée. C'est-à-dire que chaque parcelle d'expérience ne peut pas être associée chez les animaux. Alors l'animal, lorsqu'il voit un être humain qu'il se fait battre, il se dit « cet être humain-là, il est mauvais ». Lorsqu'il en voit une autre, il a peur. Lorsqu'il apprend que l'autre est gentil, il dit « celui-là, il est gentil, celui-là, il est mauvais ». Mais il ne pourra pas faire d'association et dire il y aura une partie des êtres humains bons et une partie des êtres humains mauvais. Il ne peut pas. Il n'a pas ce que la science appelle le cortex associatif. Là où va être régie l'énergie mentale chez l'être humain, l'intellect de base. Mais lorsqu'on veut associer, lorsqu'on se sert de notre cortex associatif, lorsque l'on se sert de notre intellect, lorsque l'on se sert de notre réflexion, de notre pensée, on essaie d'associer le présent avec ce qu'on a à l'intérieur. Et à partir de cela, on associe un monde que l'on catapulte dans l'avenir, et là, on espère que ça va être ça. Ça ne peut pas marcher. Une fois sur combien? Même celui qui gagne à la loterie ne pensait pas gagner. Alors, une fois sur combien l'être humain arrive à 100%? Oh, même pas une fois sur combien? Ouais, sur des chiffres que vous ne connaissez même pas. Vous n'êtes pas prêt à compter jusque-là. Parce que ça ne fonctionne presque jamais, sinon jamais. Tandis que lorsque l'être humain est capable d'envisager ce qui se passe à l'extérieur de lui, lorsque l'être humain est capable de comprendre ce qu'est un système écologique, lorsque l'être humain est capable de comprendre ce qu'est une société, ce qu'est une profession, ce qu'est un milieu de travail, ce qu'est aussi une famille, alors l'être humain doit faire fi de son ego et de son orgueil pour dire « je suis important autant que les autres ». Celui qui pense qu'il est plus important que l'extérieur n'a rien compris. Celui qui pense que l'extérieur est plus important que lui n'a rien compris. Vous êtes et ils sont le bois, la terre, les arbres, l'air, les nuages, l'eau, le ciel, les autres humains, les animaux, les plantes, tout. Vous êtes aussi important. Pas plus, pas moins. La nature permet même à l'être humain de tuer l'extérieur pour rester. C'est logique. Cela va de soi. Parce que l'évolution se fait pour que la race se renforcisse. Pour que l'humanité soit de plus en plus puissante, plus forte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans la rue, il y a des automobiles, il y a des piétons, il y a de la pollution, il y a des oiseaux qui font des choses dans les airs et qui, de temps en temps, se répercutent sur les pare-brises, sinon sur les chapeaux. Il y a tout un cadre autour de vous qui fait que vous allez devoir réagir ou agir en fonction de ce cadre. Et si on fait fi du cadre, on ne peut pas être conséquentiel. De prime abord, et ça se développe tout seul chez l'être humain, on n'a pas besoin de réfléchir ou de méditer ou se plaguer au ciel avec les deux fesses dans la... Non. C'est facile. Très facile. C'est facile à la condition que l'être humain veuille bien daigner essayer. Alors, présentement, je suis ici. Alors, François est un morceau de mon écosystème.
Il peut m'arrêter lorsqu'il veut. Il peut ne pas m'arrêter. Vous faites partie de mon écosystème ce soir. Et le micro aussi, parce que s'il arrête, parce que si la lampe s'éteint, parce que, etc., etc., etc. Alors, ce qui fait que tout ça au complet détermine ce que je vais faire. Est-ce que je prends la décision de répondre à une question? Il faut premièrement que la question me soit posée. Alors, je vais prendre la décision, donc je vais réagir en positif ou en négatif. Si on ne me pose pas la question, je ne me pose même pas la question de réagir. Pourquoi ça ne va pas dans votre vie? Oh, certains disent ça va en masse, d'accord. Mais est-ce que ça pourrait aller mieux? Sérieusement, entre vous et moi ou entre vous et vous? Est-ce qu'il y a de la place pour l'amélioration chez vous? Chez vous en tant qu'individu, et chez vous en tant que famille, et chez vous en tant que profession, et chez vous en tant que social, et chez vous? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? C'est ça le conséquentiel. C'est commencer à voir les choses, à se prendre en main. Parce que si on ne s'organise pas, on se fait organiser. On n'a pas le choix. Parce que si vous ne vous organisez pas, moi, je vais vous organiser. Mais si vous vous organisez, je ne peux pas vous organiser. Alors, c'est qu'on peut peut-être pouvoir travailler ensemble ou travailler séparément, mais libre. On ne peut pas maudire un prêtre ou un gourou ou un maître ou un farfelu qui organise les autres. Tous ceux qui viennent le voir veulent se faire organiser. Ils veulent se faire aider. Donc, ils veulent se faire organiser. Ils veulent qu'on leur donne de l'amour. Donc, ils veulent se faire organiser. Ils veulent que l'autre fasse. Alors, l'autre fait. Normal. Mais pour s'organiser, pour arriver à vouloir s'améliorer, il faut comprendre qu'est-ce qui empêche l'amélioration et qu'est-ce qui, dans l'avenir, va aussi perturber l'amélioration. Un des mécanismes fondamentaux pour arriver à être conséquentiel, c'est que vous devez vous étudier. Vous avez des qualités, n'est-ce pas? Vous avez tous des qualités. C'est-à-dire que vous avez tous des potentialités d'efficacité. C'est ce que j'appelle une qualité. Vous avez des choses chez vous qui pourraient vous permettre d'être heureux, mais plus qu'heureux, d'être efficace et d'être libre. Vous avez des choses, chacun d'entre vous, qui vous permet ça. Mais vous avez aussi des choses qui vous empêchent d'être ça. Les connaissez-vous? Alors, avant de vouloir, il faut commencer par soi. Ces défauts que vous avez, de quelle façon viennent-ils ternir les qualités que vous avez d'être efficace? Ce que vous avez comme lacune, de quelle façon ça vient ternir votre possibilité de devenir efficace, d'être conséquentiel, d'aboutir, d'avoir du succès? Pas du succès fou devant les autres, je parle pour vous. Moi, j'ai besoin d'une automobile pour voyager. En avez-vous une? Comme elle vous plaît. Moi, j'ai besoin de vacances. En prenez-vous. Moi, j'ai besoin de bien dormir. Dormez-vous bien sans prendre tout un paquet de choses extérieures qui peuvent être bons lorsqu'on en a besoin parce qu'on n'est pas suffisamment capable de se prendre en main, mais qui, à un moment donné, doivent disparaître. Puis, je peux vous en citer des mécanismes. Alors, la première chose pour qu'un être conséquentiel puisse voir le jour chez vous, ben c'est ça. Qui êtes-vous? Vous êtes la conséquence de votre vie. Pour connaître toute votre vie, vous n'avez qu'à observer ce que vous êtes. Ça donne de la conséquence. Alors, à travers cette conséquence, il y a une partie qu'on pourrait dire positive et une partie qu'on pourrait dire négative. Elle n'est pas mauvaise, elle empêche l'autre. Alors, si on décortique et qu'on prend un papier, c'est ça que l'être humain doit faire, c'est prendre un papier, parce que s'il le fait sans papier, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et s'il n'a pas l'énergie de détacher le sac avec plein de poubelles qu'il accroche après un arbre dans le bois, à un moment donné, il y aura plein de sacs partout. Si on n'est pas capable de s'asseoir et de dire « Christy, ma vie, elle a de l'importance. Ça fait combien d'années et j'ai peur de quoi, etc., etc., etc. Et tout ce que je fais, ben, elle a de l'importance, ma vie. À quoi elle sert, c'est pas grave. » Commencez pas à vous demander à quoi sert la vie. Commencez premièrement par vous monter, par vous organiser pour être suffisamment libéré pour pouvoir répondre à cette question-là. Posez-vous-la pas quand vous êtes dans le trou. À quoi sert la vie comme dans le fond d'un trou? Elle sert à rien, il y a que des murs de terre et de la boîte qui dégoulinent. Mais oui, mais c'est pas ça la vie. Il faut commencer par sortir, puis après ça, peut-être que tu pourras répondre. Alors, la première chose à faire, c'est pas de se demander à quoi ça sert, parce que l'être humain, normalement, il se dit à quoi ça sert. Quand il y a une réponse, là, il veut faire de quoi? Mais c'est ridicule. Sa réponse, elle est créée, sujette à l'approbation de ce qu'il est présentement, et présentement, il n'est pas gonflable.
Il n'est pas au maximum de ce qu'il peut être. Alors, on laisse faire les questions sans réponse. On n'essaie pas de leur donner des réponses factives. On essaie simplement de commencer à se servir de ce qu'on est. Alors, on prend un papier parce que ça est important. Et on fait juste mettre dessus positif, négatif. Et on va trouver que de temps en temps, une chose positive, elle se retrouve aussi du côté négatif. Donc, il y a une application écologique qui doit être faite. Dans certaines circonstances, ce n'est pas bon, dans d'autres, c'est bon. Mais commencez par ça. Vous allez voir comment c'est effarant de découvrir. Mais souvent, justement, l'être humain ancien ne veut pas découvrir parce que lorsqu'il découvre, il doit changer. Il ne veut pas. Prendre l'énergie. Il espère qu'on va le sauver. Mauditement plus facile. Et connais-tu dans ce test des êtres humains qui sont capables de se voir tels qu'ils sont objectivement? T'es tout fier de toi, là? Ah, ça, c'est les questions pour la fin, là. Il y en a des pires que ça, mais celle-là n'est pas pire. S'il y a des êtres humains qui sont capables de se voir objectivement, oui. S'ils n'ont pas trop d'ego, cela va de soi. Est-ce qu'on peut les compter sur le doigt d'une seule main? Oui, mais plusieurs fois, on va repasser là. Mais regarde pourquoi. Parce que est-ce que je demande la perfection chez l'être humain de prime abord? Non. Commençons marche par marche. Il y a quand même des choses que déjà on sait. Et après ça, on rencontre la famille, et les enfants compris, et on joue au jeu de la vérité. Alors moi, et toi, tu me dis tout ce que j'ai de bon et tout ce que j'ai de mauvais, puis moi... Voilà. Oui, d'accord. Mais il y a des séminaires qu'on fait à un moment donné où on s'amuse comme ça. Alors, l'autre passe. Même les enfants ont le droit de dire. Et toi, c'est... Parce que s'il faut que tu te défendes, c'est que tu es orgueilleux. Alors, tu prends des notes, puis après ça, tu observes. Tu ne défends pas. Si tu défends, mets ton papier poubelle, ta vie n'a pas d'importance. Toi, t'en as. Ton image, ta personnalité, tout ce que... Ah, ça, c'est important. Tant que ça sera important, il n'y a rien à faire, la vie ne peut pas être importante. Tu vas être prêt à mettre toute ton énergie de vie pour défendre ton image. Et après ça, on fait tout le tour de tout le monde. Alors, si on n'a pas de famille, avec nos copains, avec nos amis. Si on n'a rien personne, on revient voir Mario Gosselin, il va vous le dire. C'est pas vrai après ça. Alors, c'est extrêmement intéressant de s'amuser à se connaître, parce qu'après ça, on dit, moi, j'ai ceci, ce sont ce que j'appelle mes défauts. Puis c'est un peu vrai, ça, c'est mes qualités. Mais de quelle façon mes qualités sont ternies par mes défauts? Est-ce que ce que j'ai comme défaut, négatif, m'empêche d'arriver quelque part? Lorsque j'ai déjà ça de fait, je travaille d'une façon conséquentielle. C'est que je connais au déjà. En faisant cela, ce que vous allez arriver à faire, c'est de connaître la conséquence qui va créer l'action de votre changement. Et c'est ce qui va suivre, les conséquences qui vont suivre un travail comme ça vont être beaucoup plus ajustées parce que déjà, vous allez connaître une grande partie de ce qui est vous-même. Et ce vous-même, c'est ce vous-même qui fait les actions ou les réactions. C'est ce vous-même qui décide. Alors, il décide de quelle façon? Connaissant les deux côtés et après ça, analysant de quelle façon ça peut nuire à ce côté-là. C'est déjà un travail immense, incroyable, qui coûte pas cher, mais qui rapporte en maudit. Est-ce que je peux poser une question interdite? Ben, ça en fait une, là. Ça, c'est interdit de poser ça. Une deuxième. C'est fait aussi. Question interdite. Une quatrième, tu peux y aller. Ok. Pourquoi, alors, chercher à évoluer? Pourquoi vouloir chercher à, comment dis-tu, à s'améliorer si tout est écrit à l'avance? Pour la simple raison que ne sachant pas ce qui est écrit, on essaie toujours de s'en aller vers ce qu'on écrit. Et la vie est mauditement plus facile si on se dirige vers ce que tu dis, ce qui est écrit. Et le travail d'amélioration, ce n'est pas de se diriger vers ce qui est écrit, c'est d'arriver à se brancher dans le chemin où tout est facile. L'amélioration, l'évolution de l'homme, c'est horizontal, c'est pas vertical, c'est horizontal. Il doit se brancher sur ce que moi j'appelle être dans son énergie. À un moment donné, il évolue plus. Là, il devient ce qu'il est. Mais il n'essaie pas de se le bâtir, ce qu'il est. Il doit juste se promener, puis à un moment donné, paf, et voilà, c'est facile. Quand tu tombes sur la bonne femme ou sur le bon mari, c'est facile. Quand le premier que tu rencontres, tu essaies de le façonner. Ben là, mais t'as pas de mérite. Pourquoi avoir des mérites? À vaincre sans péril, on mérite sans gloire. Oui, mais moi, je me fous Pour carrément la de gloire. mériter. J'ai pas besoin de médaille. Faut-tu rendu au ciel, médaille d'or? Ou en enfer. Médaille du cave. À toi, merci beaucoup, Daniel.